menaces terroristes et à l'incivisme, le Burkina Faso veut revoir ses stratégies en matière de sécurité. La question fait l'objet d'échanges entre le ministre d'État Simon Compaoré et les responsables des services centraux et déconcentrés de son département. La rencontre a débuté ce matin dans la capitale burkinabé. Et puis en France, les réactions se sont multipliées après l'assassinat du prêtre Jacques Yamel. Un conseil de sécurité et de défense s'est tenu ce mercredi matin à l'Élysée. Auparavant, François Hollande a traduit au pape François tout le chagrin du peuple français suite à cet assassinat. Voilà qui fait la une de cette édition sur la RTB. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre. Tout d'abord, sachez que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés souhaite que le Burkina Faso ratifie la Convention sur l'apatridie. La représentante résidente de cette institution au Burkina Faso en a parlé au chef de l'État au cours d'une audience ce matin. Elle a aussi remercié le président du Faso pour le soutien qui a été apporté donc aux réfugiés présents sur le sol burkinabé. Plus de précisions avec Suleiman Sanou et Omar Zambri. La représentante résidente de l'UNHCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en visite à Kosiam. L'un des objectifs de cette visite est de présenter le programme d'activité mené par cette organisation au profit des réfugiés vivant au Burkina Faso. Ce que nous avons essayé de faire justement, c'est d'aider ces réfugiés et la population locale qui les a accueillis à leur arrivée. Donc nous avons des activités, par exemple, la population a accès au centre de santé qui sont là pour les réfugiés. La population riveraine aussi a accès à l'éducation. Les enfants de cette population fréquentent des écoles construites par le HCR au niveau des camps. Nous avons aussi fait des forages, non seulement au niveau des camps, mais aussi au niveau de la population locale. Le deuxième objectif concerne le deuxième mandat de l'UNHCR qui est la lutte contre l'apatridie. Gogo Ukporti est venu plaider auprès de Rochma Christian Kaboré la ratification de la Convention pour l'éradication des cas d'apatridie. Pour nous, c'est important. C'est aussi un honneur pour nous de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement pour que le Burkina soit reconnu comme un pays qui lutte contre l'apatridie, qui lutte pour sa population, afin que cette population ait des documents. La représentante résidente n'a pas manqué de remercier le gouvernement burkinabé pour ses efforts constants en faveur des réfugiés présents en grande majorité dans la région du Sahel. Renforcement de la sécurité au Burkina Faso dans un contexte marqué par des attaques terroristes et l'incivisme. Le sujet fait l'objet d'échanges depuis ce matin à Ouagadougou. Échanges entre le ministre en charge de la sécurité intérieure et les responsables centraux, régionaux et provinciaux de la police. Il est attendu de cette rencontre des propositions pour un nouveau maillage sécuritaire du territoire pour plus d'efficacité dans les interventions des forces de sécurité. Issaka Fando, Maïmouna Traouri. Cette carte fait l'état des lieux des structures de police fonctionnelles au Burkina Faso. Elle relève les insuffisances tant au niveau des ressources humaines que des équipements. Des insuffisances qu'il faudrait corriger pour parer aux éventuelles attaques terroristes et aux dérapages sociaux. Ces cadres de la police nationale, 62 au total, sont chargés de réfléchir pour proposer un seuil d'effectifs et d'équipements opérationnels pour assurer la sécurité intérieure. Si vous avez des éléments et des éléments en nombre suffisant, mais qui n'ont pas de fusil, vous voulez qu'ils fassent quoi? S'ils n'ont pas la protection, ils vont se faire liquider littéralement s'il y a une attaque. S'ils n'ont pas de maison, des abris ou des tentes, quand il va pleuvoir, vous voulez qu'ils fassent comment? C'est un package d'éléments qui doivent concourir à faire en sorte que les policiers soient opérationnels, efficients sur le terrain. À cette rencontre, il a été aussi question du déploiement des cadres de la police nationale et de l'encadrement des agents, de la restauration de l'autorité de l'État et de l'organisation du travail dans les structures de police. Le ministre en charge de la sécurité intérieure souhaite le renforcement du contrôle de la qualité des prestations des policiers sur le terrain et les invite à la conscience professionnelle.
Parlons de sécurité aérienne à présent et nous mettons le cap sur Bobo-Dioulasso. Le transport aérien des produits dangereux est au centre d'une formation qui se tient dans la ville de Sia. Les bénéficiaires de la dite formation sont des experts de l'aviation des pays de l'UEMOA et la Mauritanie. Un recyclage qui va leur permettre de disposer d'une expertise renouvelée en vue de mieux assurer la sécurité aérienne en Afrique de l'Ouest. Plus de précisions avec Hassan Gourabou et Mireille Carole Tourma. Renforcer les capacités des États membres de l'UEMOA et de la République islamique de Mauritanie sur la supervision de la sécurité aérienne, c'est ce à quoi va servir cette formation. Pendant 5 jours, ces inspecteurs de la sécurité aérienne, ainsi que ce personnel technique de l'aviation civile de notre sous-région, apprendront à superviser le traitement, le stockage et le transport aérien des matières dangereuses dans le respect des normes internationales de sécurité. C'est un thème qui est très important dans la mesure où le transport des marchandises dangereuses par voie aérienne a un impact sur la sécurité des vols. Il y a des marchandises qui sont identifiées avec, disons, des normes spécifiques pour les transporter. Et peuvent être considérés comme produits dangereux, toute matière dont le transport comporte des risques. Ça va des 9 classes de danger. Donc la classe 1, les explosifs, la classe 2, les gaz, la classe 3, les liquides inflammables, la classe 4, les solides inflammables, la classe 5 est matières comburantes et peroxyde organique, 6 matières infectieuses et la classe 7 matières radioactives, classe 8 corrosifs, classe 9 et marchandises dangereuses diverses. Cette formation est initiée par le projet COSCAP UEMOA. Ce renforcement continu du niveau de la sécurité du transport aérien permet à la sous-région d'être en conformité avec les normes et recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Autre point de l'actualité, les sociétés minières Bissa Gold et Inata n'ont pas respecté les décisions de justice et les engagements pris envers leurs employés. C'est une affirmation faite par le syndicat national des travailleurs des mines et carrières du Burkina. Ce syndicat a animé un point de presse ce matin pour, dit-il, prendre l'opinion nationale à témoin sur cette situation. Yacouba Gamene, Amandine Lalsaga. En lieu et place d'une marche-meeting, c'est une conférence de presse que le syndicat national des travailleurs des mines et carrières a organisée pour donner les dernières évolutions de la crise qui sévit entre la direction de Bissa Gold et ses travailleurs. Le syndicat dit avoir reçu une note de la société minière le 22 juillet 2016 dans laquelle elle lui demande un délai de 30 jours pour le respect de ses engagements. Il s'agira pour nous d'analyser les temps travaillés depuis la date d'embauche pour chaque travailleur. C'est un travail méticuleux et précis. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, aucun calendrier n'a été arrêté ni transmis aux avocats des travailleurs. Nous vous prions de bien vouloir suspendre la manifestation que vous avez prévue le 27 juillet 2016. Pour mémoire, la crise entre la direction de Bissa Gold et ses travailleurs est née le 9 octobre 2015 et a occasionné le licenciement de 116 employés. Le syndicat déplore également la situation qui prévaut à Belaourou, Inata. Le dossier a connu un jugement en faveur des travailleurs le 5 mars 2015. Donc tu as ta décision depuis 2015 et tu ne peux pas faire exécuter par le huissier parce que l'employeur est là et fait des appels, des référés, des appels, des référés. Selon le syndicat national des travailleurs des mines et carrières, les textes régissant le code minier comportent des failles. Et pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des employés du secteur des mines, ces militants restent mobilisés. Et qu'en est-il de la situation des femmes sur les sites miniers? Une étude révèle que les conditions de vie et de travail des femmes sont difficiles sur ces sites. C'est une étude commanditée par l'Association des femmes du secteur minier du Burkina. Elle a concerné 6 sites miniers et les résultats de cette étude ont été soumis à validation à Ouagadougou. Plus de précisions avec Issa Kafando et Nathalie Sawadogo Nabaloum. Au Burkina Faso, les femmes œuvrant dans les sites miniers artisanaux travaillent dans des conditions pénibles et la plupart du temps accompagnées de leurs enfants en bas âge. Au niveau industriel, elles interviennent plus dans l'administration et les activités d'appui aux travailleurs des mines. Ce sont entre autres les résultats d'une étude menée par le groupe Faso Ingénierie
Accord Consul et Safrique Internationale au profit de l'Association des femmes du secteur minier du Burkina Faso. Une étude soumise ici aux acteurs pour validation. Nous nous sommes rendus compte que c'est vrai, le genre est pris en compte dans les industries extractives, mais il se trouve que les activités qui sont menées autour des sites miniers, c'est-à-dire que ce soit les sites d'orpaillage, les sites de semi-mécanisés, et même au niveau des mines industrielles, c'est vrai, il y a une conscience qui se met en marche, mais nous avons constaté que la femme n'est pas dans la sphère décisionnelle. Après validation, il sera question d'élaborer un plan quinquennal de développement afin de mener des actions pour améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants sur les sites miniers. Dans l'actualité également, la filière mangue est de plus en plus menacée par des attaques des mouches de fruits. Cela entraîne naturellement de pertes importantes pour les producteurs. Et pour minimiser ces pertes, des techniques de contrôle et de surveillance de ces nuisibles sont proposées aux acteurs de la filière mangue. L'une de ces techniques a été expliquée aux producteurs de mangue de Orodara, Hassan Gourabou, Mireille Carole Tougouma. Ces mouches de fruits sont prises dans ce piège contenant un produit appelé Timay. Nous sommes dans un verger expérimental à Orodara. Une technique qui permet de mettre hors d'état de nuire ces mouches responsables des asticots et du pourrissement des mangues. En tout cas, ça a servi d'un champ école au niveau des autres producteurs pour montrer les nouvelles techniques associées des litres qu'on veut faire au niveau des vergers, c'est-à-dire les techniques associées de succès à part de Timay et la sanitation du verger. Donc on voit que si la pratique est pratiquée par presque tous les producteurs, ça peut donner un résultat. Comme dans ce verger pilote, cette expérience se déroule dans 11 autres vergers. Et pour les chercheurs de l'INERA, l'association des produits Timay et GF120, plus l'assainissement du verger, permettent de lutter efficacement contre les mouches de fruits. Et c'est grâce à la combinaison des différentes technologies de lutte qui constituent le paquet technologique que nous avons déployé dans le verger que la durée de protection de mangue a été prolongée. Sinon, en comparaison avec les vergers témoins, vous n'aurez pas de mangue actuellement. Cette visite de terrain intervient après une série de formations à l'égard des producteurs sur la lutte contre les mouches de fruits. Une sortie qui se veut également une aubaine de sensibilisation sur l'utilisation de produits homologués dans les vergers. Toujours dans les hauts bassins, le projet de promotion de l'irrigation goutte à goutte a été lancé le lundi dernier à Bobo-Dioulasso. Ce projet, dont le coût est estimé à 1,4 milliard de francs CFA, sera exécuté dans 4 régions du Burkina. Il a vu le jour grâce au partenariat entre le Burkina Faso et l'Autriche. Et ce projet sera mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques. Idrissa Warga, Kadouro Menki. L'irrigation goutte à goutte. Une technique promue par le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques. La technologie offre un certain nombre d'avantages. Le projet offre beaucoup d'avantages comparatifs, notamment en termes d'économie d'eau, en termes de travail, ça réduit le temps de travail. Par exemple, le désherbement des mauvaises herbes, ça permet un temps d'économie. Aussi, ça permet d'utiliser les fertilisants et les produits pesticides en injectant ces produits dans l'eau d'irrigation. Dans un contexte de raréfaction des ressources en eau, le système d'irrigation goutte à goutte est donc le bienvenu au Burkina Faso. C'est une technologie qui est fortement adaptée donc au contexte burkinabé ici. Nous savons que nous sommes ici dans un contexte de région sahélienne avec les changements climatiques, la rareté des pluies. Donc cette technologie offre quand même l'opportunité de faire de l'irrigation d'appoint, d'économiser de l'eau qui est une ressource rare. Le projet de promotion d'irrigation goutte à goutte concerne 4 régions du Burkina. Ce sont le nord, le centre-ouest, la boucle du Mouhoun et les hauts bassins. Les journalistes peuvent jouer un grand rôle dans la lutte contre les changements climatiques. C'est la conviction de l'Association des journalistes du Burkina qui souhaite tout de même plus de professionnalisme dans le traitement de l'information sur les changements climatiques. La JB a donc initié une formation sur le sujet au profit de journalistes burkinabés. L'initiative est soutenue par le ministère de l'Environnement et la Fédération internationale des journalistes. Roger Kam, Yolan Lompo.
En initiant donc cette formation au profit des hommes de médias, l'Association des journalistes du Burkina veut accroître et améliorer le traitement des informations liées au changement climatique dans la presse burkinabé. Il y a effectivement besoin d'outiller les journalistes sur la question. Le ministère de l'Environnement nous a envoyé un spécialiste en la question qui va nous initier aux thématiques des changements climatiques. En même temps, à côté de ce technicien-là, il y a un professionnel des médias qui, s'appuyant donc de son expérience, de ses connaissances sur les changements climatiques, va nous dire en tant que journaliste comment traiter la question dans nos médias. La protection et la défense de l'environnement étant un devoir pour tous, les communications qui leur seront données tout au long de ces 48 heures leur permettront de percevoir l'ampleur du défi qui s'impose à eux. Cette formation est une opportunité pour nous de pouvoir échanger avec les professionnels des médias, leur donner la bonne information sur les changements climatiques pour qu'à leur tour, ils puissent la relayer auprès de nos populations, que ce soit au niveau urbain qu'au niveau rural. Selon des études sur les effets des changements climatiques réalisées par le laboratoire des analyses mathématiques et des équations de l'Université de Ouagadougou, on note déjà des poches de sécheresse avec une plus forte variabilité en début et fin de saison. Un mot sur l'actualité hors du Burkina Faso. En France, suite à l'assassinat du prêtre Jacques Hamel, un conseil de sécurité et de défense s'est tenu ce mercredi matin. Auparavant, François Hollande a reçu l'archevêque de Rouen et a exprimé au pape François le chagrin du peuple français. Pendant ce temps, les réactions se multiplient au sein de la classe politique française. Jeter les Français les uns contre les autres, c'est l'objectif de ce nouvel attentat selon Manuel Valls, le Premier ministre français. Tuer un prêtre, c'est profaner la République, a déclaré le président François Hollande, qui appelle à mener la guerre par tous les moyens au groupe État islamique. Je vous dois aussi cette vérité. Cette guerre sera longue. Ce qui est visé, c'est notre démocratie. Elle est la cible. Elle sera notre bouclier. C'est notre unité qui fait notre force. Alors, Françaises, Français, faisons bloc. C'est ainsi que nous gagnerons la guerre contre la haine et contre le fanatisme. Après avoir appelé le pape François pour lui exprimer le chagrin du peuple français, le président Hollande a reçu à l'Élysée l'archevêque de Rouen, Monseigneur Dominique Lebrun, qui s'en est remis à la sortie au mot de Jésus. On vous a dit d'aimer. Eh bien, moi, je vous dis d'aimer vos ennemis et même de prier pour eux. Quand je lis cette phrase, je me dis aimer ses ennemis, est-ce possible? Je vais essayer. Au moins, je vais prier pour eux. Critiqué par l'opposition qui l'appelle à durcir encore le dispositif sécuritaire, François Hollande réunira un conseil de sécurité et de défense ce mercredi matin, après avoir reçu les représentants des différents cultes à l'Élysée. Et au Burkina Faso, cette attaque contre une église en France est commentée dans la presse écrite de ce mercredi. Autre sujet qui a intéressé les quotidiens, le bilan dressé hier par le groupe parlementaire Union pour le progrès et le changement. Voici la revue de presse de Aimé Solange Digma. Les parutions du jour rendent compte du bilan des premières sessions parlementaires 2016 du groupe parlementaire UPC. Propositions constructives, critiques pertinentes et non opposition systématique, c'est ce que l'on retient de la participation des députés de l'UPC aux 2 sessions parlementaires de l'Assemblée nationale, indique l'Express du Faso. Le groupe parlementaire UPC notifie dans notre temps que l'hémicycle n'est plus une caisse de résonance de la majorité. Et pour preuve, le retrait de certains projets de loi du fait de leur vive critique. C'est le cas de la loi sur la création d'une caisse de dépôt et de consignation. Le premier responsable du groupe parlementaire UPC indique par ailleurs que le gouvernement fuit le débat à l'Assemblée nationale, ce qui est un recul par rapport au passé, déplore-t-il dans le quotidien. Il relève dans le journal Le Pays que le gouvernement déplace les problèmes au lieu de les résoudre. À l'international, notre temps nous apprend qu'un prêtre a été égorgé dans une église en France et c'est le groupe État islamique qui en est l'auteur. Ces mécréants qui ne connaissent pas Dieu et qui prétendent agir au nom d'Allah se sont ainsi attaqués à Dieu à travers un de ses symboles, l'église. Quelle infamie s'indigne le pays pour qui c'est le palier de trop. Quand on a en mémoire l'attentat à l'origine de la mort de 84 personnes, il y a de cela près de 2 semaines à Nice, dans le sud de la France, rappelle Sidoya. Pour aujourd'hui au Faso, cet assassinat
du père Jacques Hamel est une tentative de l'État islamique pour casser le pont chrétien-musulman. L'intérêt, selon l'observateur Palga, est de plonger la France et pourquoi pas le reste du monde dans une guerre interreligieuse. Il lance par conséquent un appel à tous les hommes de bonne foi et de bonne volonté d'éviter de tomber dans ce piège diabolique. On s'arrête là pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.